À l'heure actuelle, les rebelles sont pas très loin de la ville de Goma. Oui, il y a déjà des bombes qui tombent dans la ville de Goma. Pouvons-nous aujourd'hui revenir sur cette question? Devrons-nous parler de la guerre d'agression ou bien une rébellion en interne? Et oui, cette question mérite d'être posée parce que le président de la République a soutenu qu'il ne va dialoguer avec personne, du moins pas avec les rebelles du M23 qu'il prétend être soutenu par le Rwanda. Mais la communauté internationale, l'Union africaine, penche déjà pour un dialogue. Ce sera un dialogue en interne ou un dialogue en général, mais aussi avec le Rwanda. Et si l'RDC devra s'imposer pour une guerre avec qui, face à qui, mais aussi avec quel partenaire. Nous allons débattre de cette thématique avec M. Donald Kabasele, qui est député national élu de l'UDPS à Kananga, M. Olivier Sambaï, enseignant à l'Université de Kinshasa et coordonnateur du cercle axiologique Dieudonné Mouchagaloucha, coordonnateur des experts du panel de la société civile et aussi ressortissant de l'Est de la République démocratique du Congo, mais également M. Christian Choukourou, cadre de l'UNC de Vital Kamere. Il est aussi ressortissant de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, on peut le dire, cette question ne concerne pas seulement l'Est de la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo en général. À l'heure actuelle. Madame, oui. Que là où se déroulent les opérations, à Saké, précisément, c'est là où je suis né. Ah, d'accord. Ouais. C'est une précision de taille. Exact. Bienvenue à vous sur ce plateau de Ça fait débat. Merci. Alors, on va justement ouvrir ce débat. À l'heure actuelle, devrions-nous parler de guerre, d'agression ou de rébellion? Monsieur Mouchagaloucha. Bon, c'est bien de commencer par moi. Ça me donne l'occasion de féliciter d'abord en premier lieu mon ami et mon frère Donald Kabasele, qui est un grand, il n'est plus combattant maintenant, il a l'occasion de faire porter la parole à l'hémicycle. Je sais que par rapport à l'ensemble de tous les autres, il a battu campagne et il a gagné bonnement, il n'a pas été nommé. Bravo pour ça. Donc, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il faut parler de l'agression ou de la rébellion? Je crois que les faits sont là. L'élément important, c'est que la guerre est effectivement là et qu'il y a des Congolais qui sont engagés dans cette guerre. Et comme nous savons bien, il n'y a aucune guerre qui peut se faire sans base arrière. Et pour les cas espèces, on peut considérer que le Rwanda et l'Ouganda constituent la base arrière de ce qui se passe à l'est du pays. Et l'Ouganda, nous le savons que beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est l'Ouganda qui a finalement lâché plus les M23 qui étaient cantonnés, les éléments de M23 qui étaient cantonnés en Ouganda. Le Rwanda est devenu en deuxième position. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas ça. On fait plus les poids de l'opinion, les poids d'influence, les poids de dénonciation sur le Rwanda. On oublie que la guerre que nous subissons aujourd'hui, c'est plus l'Ouganda qui a lâché les trucs et le Rwanda est venu après. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons toujours été francs et nous subissons, moi avec Christian, évidemment, l'ensemble de la population congolaise au regard de toutes les manifestations que nous venions de subir. Donc l'ensemble de la population congolaise, on veut que cette guerre puisse prendre fin. Mais quelle approche il faut utiliser? Nous avons eu le courage d'en parler par une lettre ouverte, évidemment, au président de la République pour dire la situation perdure chez nous à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a déjà 600 jours. Et pour arriver à mettre fin à cette guerre, nous pensons, je suis convaincu dans mon plus profond qu'il faut une cohésion nationale. Si on n'a pas la cohésion nationale, surtout que nous sommes dans une période post-électorale où il y a encore des frustrations, il y a encore des plaies béantes par rapport à ce qui s'est passé, si on n'arrive pas à faire cette cohésion nationale, je parie que face aux inégalités, face aux frustrations, face surtout à la volonté qui n'est pas encore jusque-là manifestée pour équilibrer l'assiette nationale en termes de rémunération, où certains auront 33 000 ou plus de 20 000, les autres ont 300 000 francs qui sont au front, il sera difficile de gagner cette guerre. Il peut y avoir des gens qui vont dire au président de la République, non, il ne faut pas négocier, il faut qu'on y aille. Mais la vérité en face, c'est laquelle? Et pour nous, nous pensons qu'il faut tout faire, mettre en place tous les mécanismes possibles pour qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang des Congolais qui va être versée sur la terre de nos ancêtres. Et il est possible d'y arriver. Et nous pensons que si le président de la République nous écoute très bien, d'autant plus que
nous avons déjà vu la RDC, même l'existence de notre pays, en tant que pays, je ne parle pas en tant que nation, en tant qu'État, l'existence de notre pays découle également des cohésions ou des dialogues ou des rencontres où les gens disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Même depuis le temps indépendant du Congo, les gens sont retrouvés, on délimite les pays. Quand on était dans la colonisation, il y a la table ronde il y a à Bruxelles, c'était le dialogue. Plus tard, à l'époque de la dictature où les pays étaient, l'État était en déliquescence avec Mobutu, nous avons vu la conférence nationale souveraine, évidemment sous l'initiative d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qui avait fait beaucoup de choses et qui nous a inspiré dans la lettre que nous avons écrite à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Wamulumba. Nous avons vu également à la période où les pays étaient subdivisés, on avait 4 petites républiques. Nous avons vu comment Joseph Kabila avait réuni les gens à Sun City. Les gens se sont mis ensemble. La renaissance ou le fondement de la République actuelle découle de Sun City. Et donc, autant d'éléments qui peuvent nous permettre de dire que non, tout geste, tout fait, toute parole, toute action qui peut permettre à ce que les Congolais se réunissent ensemble, puissent avoir la même vision et se demander finalement pourquoi la guerre de l'Est ne peut pas se terminer. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame Arlette, vous avez des rôles à jouer. Donald Kabassel élu comme député national. Mon frère ici, Olivier, comme enseignant. Et Christian Choukourou qui est de là lui-même. Nous pouvons ensemble, avec une représentativité de toutes les sociétés nationales par rapport aux composantes, et arriver à mettre fin à cette guerre qui... Monsieur Olivier Sambaye, j'aimerais que l'on arrive à circonscrire ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Guerre d'agression, rébellion, balkanisation, gestion de minerais. C'est autant de mots, de phrases que le commun du mortel, le Congolais, utilise très souvent, où l'on n'arrive pas à déterminer la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo peut être pris dans quel contexte, parce que le vrai problème, c'est cela. Quand on dit, par exemple, certains soutiennent que c'est une rébellion interne, M. Mouchagaloucha a évoqué le dialogue, la cohésion nationale, dialoguer en interne pour résoudre quoi? Dialoguer avec l'extérieur. L'extérieur sera composé de qui pour parler de quoi exactement? Bon, ça fait mal, cette situation à l'est du pays qui perdure, ça fait plus de 3 décennies bientôt, alors que si nous dotons le pays des institutions très fortes, c'est une situation que nous saurions facilement très bien gérer. Tous les mots que vous avez prononcés, ça résume en fait cette guerre à l'est de notre pays, l'agression, rébellion, c'est un peu de tout. Parce que c'est la rébellion du fait qu'il y a une main noire derrière cette guerre, 2 mains noires. La première main, c'est l'ensemble du tandem Ouganda-Rwanda qui sont en train d'envoyer des gens qui ne sont pas ouvertement déclarés comme étant des nationalités rwandaises et ougandaises, qui se font passer pour des Congolais en train de réclamer des choses qui ne sont pas clairement définies. Deuxième main, c'est la main puissante, c'est les multinationales qui sont derrière ça. Alors pourquoi les multinationales sont derrière ça? C'est pour des minéraux. Non seulement des minéraux, mais avec une visée, parce que, comme je l'ai toujours dit, l'homme occidental évolue à une sorte de logique prospective. Il fait des projets à réaliser dans 25 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent de la RDC? C'est la balkanisation, et ça fait plus de 60 ans qu'ils veulent vraiment balkaniser les Congos, parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce qu'ils ont fait vers les années 1884 et 85 était une erreur. On ne devait pas laisser les Congos comme tel, il fallait vraiment saucissonner encore les Congos. C'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent encore vraiment balkaniser les Congos. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire des choses que nous ne faisons pas. Ils recourent à la science, ils font l'ethnologie, ils étudient l'ethnie, ils étudient les peuples, comment faire en sorte qu'on puisse vraiment arracher ce pays. Voilà, on parle de balkanisation. Laissez-moi expliquer un tout petit peu comment est-ce qu'on arrive à balkaniser, à balkaniser un État. Ce n'est pas, vous voyez, par exemple, Bunagana, c'est plus de 600 jours qui est sous occupation. Mais on n'a pas parlé de balkanisation parce que la population n'a pas embrassé la philosophie de l'ennemi, n'a pas déclaré ouvertement que nous n'appartenons plus au Congo, il n'a pas désavoué ses dirigeants.
Rutshuru Masisi n'ont même pas participé aux élections. La population n'a pas manifesté la désapprobation totale au gouvernement, aux dirigeants. Il n'y a pas un leader qui est sorti pour combattre les gouvernements afin que la population les suive. C'est alors qu'on pourra parler de la balkanisation, parce qu'il y a un leader qui va déclarer ne plus appartenir au pays pour appeler la population à le rejoindre. Et dès lors que cela sera fait, qu'est-ce qui va se passer? On parlera des X coins, X territoires qui n'est plus faisant partie du pays parce que la population en général l'a accepté. C'est ce que l'homme occidental ne parvient toujours pas à faire, parce que le Congolais a un sentiment d'appartenance au Congo, quelles que soient les situations, reste toujours Congolais. Les dangers maintenant, c'est quoi? Si on débouche aujourd'hui à une guerre, ça va violer les traités internationaux. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces puissances-là vont soutenir le Rwanda. C'est la raison pour laquelle j'ai apprécié la sagesse du chef de l'État, quand même qu'il avait promis à la moindre escarmouche, il va attaquer le Rwanda, mais par la suite, il s'est rendu compte qu'il y a un danger permanent à attaquer le Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces multinationales vont être du côté du Rwanda parce que ce serait une guerre ouverte. Et ils vont vraiment attaquer du fait que nous n'avons pas une base logistique. Il faut, afin que la population comprenne que nous ne sommes pas sécurisés comme il faut pour déclarer les départs ainsi que l'appartenance à un leader, par exemple, qui pourrait se présenter. Ce n'est pas pour rien Corneille Nangaa s'est allié au M23, parce qu'il est l'élément qu'on utilise pour ces plans-là. Et il veut assez que la population le suive pour déclarer nos Rutshuru, Masisi et que sais-je encore, tous ces territoires-là de l'Est, suivre Nangaa afin qu'on déclare que Goma, par exemple, ne fait plus partie de la RDC, parce que la population a suivi. Malheureusement, pour eux, jusqu'alors, ils sont en train d'échouer. Alors, que faire? Parce que ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans cette situation. Il y a un agenda stratégique mis en place et que j'ai conçu. D'ailleurs, ça fait partie d'une publication scientifique, mais il va falloir que les autorités aussi les suivent pour qu'ils comprennent exactement ce qu'il faut faire pour résoudre cette situation. L'agenda stratégique, vous avez 3 volets. Nous avons des choses qu'on doit faire de façon immédiate, à moyen terme et à long terme. Immédiatement, il faut d'abord qu'on se pose la question de savoir la traîtrise. Nous avons suivi les infos. Il y a eu des personnes qui occupent des rangs stratégiques dans ces pays qui sont complices. Et il y a des généraux, il y a des hauts officiers qui sont complices, qui sont en train de trahir le pays pour embrasser les camps des rebelles. Mais ils ont été cités. Est-ce que vous ne craignez pas d'ouvrir la boîte à Pandore? La boîte à Pandore, justement, parce que on se dit, oui, s'ils sont là, s'ils le font, s'ils ne sont pas suivis, ça veut dire qu'il y a d'autres également qui le soutiennent. Est-ce que la crainte, ce n'est pas aussi ça? Madame, Charles Onana, c'est un penseur, il n'est pas congolais, il nous a vraiment beaucoup aidé. Bon, et ce n'est pas une aide qu'il a faite au Congo, c'est la passion en tant que chercheur. Son ouvrage, L'Omerta de la communauté internationale, l'Holocauste au Congo, mais il y a beaucoup de listes qui se trouvent dans cet ouvrage-là, des hauts officiers de notre armée qui étaient vraiment des souches rwandaises qui nous ont infiltrés. Il y a des Congolais, des pères et des mères qui sont en train de trahir le pays en rejoignant les camps des rebelles. C'est quoi le problème qui est à la base de cette traîtrise? Moi, je pense ici. La première des choses qu'on doit faire, il faut qu'on améliore la situation sociale de nos militaires. Parce qu'il vous souviendra, madame, un militaire, avec son salaire, avec sa rémunération qui est trop faible, 300 000, un capitaine à 300 000 francs congolais. Dans ces 300 000 francs congolais, il a des enfants, il doit payer une maison. S'il habite les camps, les enfants doivent étudier. La gratuité, c'est seulement ce qui est prévu à l'article 43 de la Constitution, seulement l'école primaire. Et les secondaires, il faut qu'il paye. Comment est-ce qu'il doit payer? L'université. Tout ça, ça devient compliqué. La charge des ménages pour un officier devient très compliqué et ça l'expose. S'il est de la partie Est, il reçoit des sollicitations, des gens qui viennent lui dire, voilà, si tu fais ceci, tu auras autant de millions. Ils deviennent vulnérables. La vulnérabilité de nos officiers, c'est par rapport à la situation sociale qui doit immédiatement être améliorée. Mais, M. Donald Kabasele, cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosoko Dia, aujourd'hui président, parce qu'il est avec le bureau d'âge, il continue, l'a déclaré tout haut, que nous avons des autorités qui sont dans la rébellion. Apparemment, ce n'était qu'un slogan. Aujourd'hui, on ne sait pas
nous dire clairement ce qui se passe. On dit des choses à demi-mot. On fait des choses à moitié. Aujourd'hui, si l'on soutient qu'il y a également traîtrise en interne, quels sont ces mécanismes-là? Parce que les gens actuellement, ceux qui sont dans ça, sont déjà habitués et ils ont suffisamment de moyens pour cela. Merci beaucoup, madame. Je commence par dire effectivement merci à M. Mouchagaloucha qui m'a félicité. Mais je voulais tout de même dire à M. Mouchagaloucha qu'il n'y a pas eu de député nommé. Je félicite tous les autres collègues qui ont été élus pendant cette mandature. Et c'est important. Madame, cette question, elle est très complexe. Parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Vous avez posé la première question pour savoir est-ce que c'est une guerre d'agression, est-ce une rébellion, est-ce qu'une balkanisation? Si on considère la guerre d'agression qui doit avoir comme seul objectif l'expansion territoriale et la domination de population, eh bien, cette guerre avait cet objectif. Ça commence, on ne va pas le rappeler, en 1994 avec l'opération turquoise. Vous en connaissez un peu le tenant et les aboutissants. C'était des nations, on va dire, de populations étrangères à la RDC, donc de Rwandais. C'est pourquoi le Rwanda est principalement indexé. C'est vrai qu'il y a des complicités des autres pays voisins, mais principalement, c'était des Rwandais qui sont venus chez nous sur ordre, on doit bien le rappeler, de la communauté internationale, sous contrôle de la communauté internationale, qui a demandé un corridor. Il fallait permettre, parce que, avec le prétexte qui a toujours été utilisé, les génocides rwandais, il fallait que ces gens trouvent asile dans notre pays. Près de 3 millions de personnes, femmes, vieillards, enfants, armes et munitions. C'est tout le dégât que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas planifié? C'était planifié. Tout à fait. Vous vous rappellerez que toutes ces guerres, pour la plupart du cas, avant que nous on vienne au pouvoir, ça s'est soldé par des accords. Ça s'est soldé par des protocoles. Et lesquels protocoles visaient l'intégration de ces groupes, soi-disant rebelles, soi-disant agresseurs, dans le rang des FARDC, aux fonctions qu'ils avaient dans la rébellion. Et c'est là, vous connaissez bien les opérations de mixage, brassage, tout ce qu'il y a eu autour de cette guerre. C'était devenu, comme on le parlait tout à l'heure au couloir, presque une opportunité. C'était visiblement ça. Parce que pour arriver nos officiers, il faut commencer par la nos officiers pouvaient traîner pendant 5 ans, il n'a pas de promotion. Il va dans une rébellion, il active la force de feu. Dans 3-4 mois, il y a un accord qui le bombarde du général. Il devient colonel. Donc c'était une sorte de planification qui n'a fait que donner beaucoup d'intérêt à la guerre, au point que tout le monde a cru que ça devenait une industrie. Et donc, il fallait faire avec cette industrie. Et derrière tout ça, il y a des multinationales qui ne veulent pas que nous-mêmes, on gère notre coltan, notre cobalt, notre lithium, notre tout. Et donc, il fallait financer des gens qui vont créer des terreurs et des désolations, vous voyez, qui vont créer des zones d'influence et d'impact, imposer certaines autorités, même étrangères, pour voir comment les choses devraient évoluer. Alors, on a évolué comme ça. Nous avons même eu l'aide de la plus grande mission de l'ONU, la MONUSCO, l'ONU, ou que MONUC, tout ce qu'il y a eu, depuis 1998 jusqu'aujourd'hui. Donc, nous faisons face à cette guerre en ayant toutes les nations du monde à nos côtés, mais on n'arrive pas à finir la guerre. Alors, il n'y a pas autre chose qu'une complicité qui s'établit clairement et une volonté de continuer dans cet élan jusqu'à ce qu'on arrive au pouvoir. Voilà pourquoi le président, quand il arrive, il s'est dit, ben écoute, on a fait tout ça, brassage, mixage, entrez ici, sortez là-bas. Ça n'a pas marché. Je ne négocie avec personne. Mais on a un problème, madame. C'est que, quelle que soit la puissance d'une armée, si elle a en son sein de traîtres,
tout est parti, tout est battu en brèche. Mais on ne peut pas non plus à ce jour, Ouais. on ne peut pas dire qu'on reforme l'armée complètement. Par exemple. C'est compliqué maintenant, Très- parce qu'on veut en même temps mener la guerre au Rwanda. Est-ce que nous ne ciblons pas très mal l'adversaire? Parce que lorsqu'on dit le Rwanda n'est-il pas que dans la gestion de minerais? Parce que cette guerre, elle vise quoi? Conquérir la République démocratique du Congo? Bien sûr. Non. Parce Donc, que non. si on se dit, si on voit le nombre d'années qu'a persisté cette rébellion, cette guerre d'agression, on se dit finalement, ils n'ont pas besoin d'avoir l'entièreté de la République démocratique du Congo. C'est soit la gestion de minerais de l'Est de la RDC, ou encore la balkanisation, prendre carrément cette partie de la République démocratique du Congo. Par exemple, je peux vous rassurer qu'il suffit de voir l'économie rwandaise actuellement, en comparant ce qu'il y avait il y a 6-7 ans, vous allez voir qu'il y a des magazines, il y a des experts en sondage qui ont établi qu'ils ont perdu 40% de leur économie. Et ils n'ont pas justifié pourquoi ils ont perdu. Parce qu'effectivement, nous nous sommes décidés en tant que deux hommes, on va se battre avec vous, peu importe ce qui viendra. C'était une décision difficile à prendre pour un dirigeant congolais. Parce qu'on nous faisait toujours comprendre que quand vous faites le front avec ces Rwandais, Ougandais, Burundais, que sais-je encore, eh bien, vous avez un problème directement avec le multinational. Vous avez un problème directement avec toutes ces puissances complices qui sont autour de cette guerre. Donc, on a évolué. Parce qu'on a réussi à détruire des aérodromes qui servaient effectivement d'évacuation, des ravitaillements de certaines zones comme Doga ou Dora, l'aérodrome qui a été récupéré aux mains des FARDC, et beaucoup d'autres localités qui ont... Alors, moi, à mon avis, je pense, parce qu'on a ces problèmes des traîtrises, on a tout ce problème, comme toutes les nations du monde. Vous vous rappelez, quand on est arrivé à certaines guerres à travers le monde, eh ben, certains pays se sont fait aider par d'autres pour ne fût-ce que repousser l'ennemi et puis revenir sur soi pour évoluer. Et donc, tout ce que moi je propose, c'est que, effectivement, nous devons bien revoir les conditions de vie de nos militaires. Nous devrions effectivement mettre un mécanisme dans l'armée qui nous permet de détecter tous ceux qui sont des traîtres, ce qui est déjà difficile parce qu'on vit avec ces généraux, avec ces colonels, même avec aussi certains militaires qui n'ont pas de haut rang, mais qui sont complices de ce qui se fait. Mais au même moment qu'on fait tout ça, moi je pense qu'une bonne alliance avec une puissance qui peut être sincère et objective pour aider notre pays d'avancer, eh ben ça veut. Donc c'est pourquoi on ne s'en plaint pas, nous sommes en train de débattre, de changer, comme on dit, du choc des idées et du jaillit la lumière. Et donc, au moins, nous partons sur le fait qu'on ne négocie pas avec l'ennemi, mais rassurez-vous, toutes les recettes sont actuellement mises en place pour que cette guerre cesse. Et il y a juste à voir ce qui s'est passé à Saké, ce qui s'est passé à Kichanga et les autres coins dans les 3 jours. Vous avez vu que nos militaires reprennent du terrain avec nos compatriotes qui sont là. Et donc, nous pensons que les choses vont aller sur le bon chemin. Pouvons-nous parler réellement de sincérité du moment où, lorsqu'on est en diplomatie, c'est les forces. On n'a réellement pas besoin de cette sincérité. Est-ce que la RDC peut arriver aujourd'hui à négocier clairement en matière d'intérêt? Parce que on se dit, si la communauté internationale, si les multinationales ont pris tout ce temps pour investir en République démocratique du Congo, ce qui est clair, ils ne vont pas quitter parce qu'ils veulent la sincérité. Ils attendent assez qu'ils puissent se retrouver parce qu'également, ils ont fait des projets à long terme sur cette partie de la République démocratique du Congo. Mais l'adversaire ou encore le pays allié que la République démocratique du Congo devra choisir, est-ce que ce pays ne viendra pas avec les mêmes objectifs? Parce que l'on a cru à un moment donné que l'EAC allait amener les militaires qui allaient aider la République démocratique du Congo. Au finish, l'on s'est rendu compte qu'il n'y a rien. La RDC a réellement des partenaires fiables. Madame, vous avez tout dit. D'abord, il faut savoir que
cette guerre finira les jours où nous prendrons conscience qu'il nous faut nous-mêmes la terminer. Nous, qui? Nous, Parce que la population veut bien que ça termine, mais ça ne termine pas. Nous, Parce que la population, par exemple, Congolais, bien qu'elle résiste, n'a pas les moyens de repousser cette guerre. nous, Congolais, dire qu'il faut négocier, ceux qui le disent ne savent pas de quoi ils parlent. Sur votre plateau télévision, exactement le 15 mars 2009, sur votre plateau de télévision, quand il y avait des tractations autour de cet accord qui a vendu les pays, nous le disions, c'est que vous n'avez pas réussi à donner à ces gens à Sun City et les satisfaire. Vous ne saurez pas satisfaire ces gens. Ne signez pas cet accord. Que nous prenions les temps que nous pourrions prendre, mais ne signez pas cet accord. Aujourd'hui, nous revenons au même débat. Parce que je t'ai convaincu que cet accord ne résoudra pas les problèmes. Ensuite est arrivé l'accord du 24 février 2012, l'accord, comment on appelle, l'accord d'Addis Abeba. Nous avions dit que tout ça, c'est de la distraction. La stratégie, c'est quoi? On veut nous menotter avec des accords pour arriver à nous prendre notre terre. C'est ça la stratégie. Pourquoi nous prendre notre terre? Parce que l'Occident s'est rendu compte que le Congo est au centre des enjeux technologiques du monde. Et donc, il faut soit qu'on ait un dirigeant qu'on manipule, faute de cela, il faut absolument qu'on passe à l'étape supérieure. Et donc, il faut qu'on ait un territoire qui est contrôlé par des pantins, mais que nous-mêmes, nous contrôlons. Pourquoi nous revenons aux mêmes choses? Un, il y a la légèreté et le manque de concentration dans les chefs de ceux qui nous dirigent. Cette guerre a été préparée, nous crions ici sur vos plateaux de télévision. Mais qui pouvait nous écouter? Nous disions que le Rwanda prépare une guerre contre notre pays, malgré les accords que vous avez signés. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur le terrain des opérations. Je n'ai pas besoin de démoraliser nos troupes. Je sais ce qu'ils font. Saké, c'est la terre qui m'a vu naître. Nous le disions. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe sur le terrain des opérations, c'est comme si on n'a jamais été préparé. Comment vous expliquez-vous que depuis Bunagana, avec une armée, les Rwandais et l'Ouganda ont quel effectif d'armée par rapport à l'armée congolaise? La stratégie qu'ils utilisent, au fait, ils ont répertorié toutes les failles au sein de notre appareil de défense et de sécurité, toutes les failles qu'il y a dans nos hommes politiques ici, qui ne sont que de nous en réalité. Et ils s'en servent. Comment vous expliquez-vous que depuis Bunagana, on joue à la défensive? Même ça, que si on continue comme ça, ça va tomber. Les problèmes, c'est lesquels? Ces gens utilisent les tactiques de la guérilla. Nous avons des militaires qui ont combattu avec ces voyous depuis des années. L'expérience n'ira-t-elle pas sage? Nous avons des militaires qui ont de feu le Rwandais. Mais tous, on le met de côté. Vous savez, je ne suis pas tribal. Mais je vous dis que cette guerre, ceux qui la termineront, ce sont les enfants de l'Est. Enlevez-nous tous ces généraux là-bas qui sont devenus affairistes. Laissez le fils du coin. Ils savent, ils connaissent les tactiques de ces bandits. Mais justement, en parlant... Deuxièmement, madame, excusez-moi, que je ne perds pas la file d'idée. Deuxièmement, nous avons des militaires. Madame, lorsque vous allez dans la prison comme Ndolo, vous avez des militaires qui a été soit arrêté pour violation des consignes,
qui sont reconnus. Lorsque vous demandez à la population, à telle date, ce colonel, ce major a défait les troupes rwandaises. Dans les montagnes de Karuba, où on nous fait pleurer chaque jour, Chacha, Minova, Mouchaki, Karuba, Rubaya, là où on veut aller prendre notre mine d'or. On connaît que ces gens-là ont combattu le Rwandais et ils les ont chassés. Ces gens-là sont en prison parce que violation des consignes. Vous pouvez réunir tout un bataillon dans la seule prison d'Indolo. Mais, madame, ces gens-là, ils sont payés par l'État, nourris par l'État. Plus de 10 ans en prison pour violation des consignes. Pendant qu'ailleurs, Kagame a pris tout, même les condamnés. Je ne dis pas qu'on doit relâcher les condamnés. On doit voir au cas par cas. Ces militaires sont payés. Pourquoi attendre que les enfants qui viennent à peine d'apprendre le métier d'armes aillent se battre alors qu'il y a des chevronnés qui sont en prison, qui ne sont pas condamnés? Finalement, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et à un moment donné, je commence à penser que nos politiques sont complices de ce que nous connaissons. Et c'est malheureux. Aujourd'hui, si on doit justement parler de la guerre ne devrait pas commencer par l'attitude des politiques que vous reprochez. Parce qu'aujourd'hui, si on est à Kinshasa, on revient encore sur cette question qui fait jaser dans les réseaux sociaux et également la question, par exemple, de la rémunération des élus. Malheureusement, il n'y a pas que vous. Il y a aussi les responsables des entreprises publiques, les PCA, les DG. Mais malheureusement, la population aime parler des élus parce qu'ils vous ont élus, justement. Je peux répondre. Oui, on se dit... Non, j'aimerais... Non, je m'adresse, je le regarde parce qu'il représente les élus. Il représente les élus ici sur ce plateau. Mais madame, gouverner, c'est prévoir. Cette guerre que nous connaissons, Kagame a commencé à la préparer depuis 10 ans. J'ai dit bien depuis 10 ans. Et il a pris le temps, tenez, de chercher le financement en allant vers les multinationales qui sont déjà installées au Rwanda. Donc, à Tekela Bango et Loko Yaete, nous le savons avec les Qatariens. Et donc, pendant tout ce temps, où étaient nos services de renseignement? Où étaient nos gouvernants? Parce que ce qui se passe, c'est comme si on est surpris. Monsieur Mouchagalusha. Mais c'était prévisible. J'étais très impatient de prendre la parole. Je voulais d'emblée préciser, madame, que quand je parle comme coordonnateur du panel des experts de la société civile, je ne parle pas en mon nom. La lettre que nous avons adressée au chef de l'État, c'est un produit de plusieurs cerveaux. Nous avons réfléchi dans tous les sens et nous avons eu des débats contradictoires de la même manière ici. Je crois qu'il faut quand même faire une mise au point et je vais le dire avec modestie. La balkanisation n'aura jamais lieu dans ces pays. Ça, il faut oublier parce que quand vous regardez ceux qui sont au niveau de l'Alliance Fleuve Congo, Nanga, il est de l'Ituri, non pas de l'Ituri, il est de la province ancienne orientale. Il est du Haut-Ouélé. Du Haut-Ouélé. Tchalo, qui vient de les rejoindre tout de suite, il est du Katanga, si je ne m'abuse pas. Et il y a d'autres personnes qui sont là, les porte-parole là, Wilingoma, il est du Congo central. Donc il y a des Congolais qui sont là et qui ne peuvent pas accepter la balkanisation parce qu'ils ne se retrouveront pas. Quand on fait la balkanisation, non, laissez-moi, il faut éviter, il faut parler des choses d'une manière objective et rationnelle. Il faut creuser plus loin. La balkanisation, mon frère Olivier a donné bien la définition scientifique et qui peut être pratique, on peut vérifier. Comment quelqu'un qui est au Congo central va souhaiter la balkanisation du Sud Kivu, du Nord Kivu, alors qu'il sait qu'il ne se retrouvera pas là? Donc la balkanisation, il faut oublier cette affaire parce que Mobutu même l'avait dit que le Congo restera un et indivisible. Si cela est le cas, comment ils tuent leurs frères alors qu'ils sont congolais? Attendez, j'y arrive. Je suis en train de dire nous devons faire une mise au point. Et certains, quand on fait la mauvaise analyse, on fait un mauvais traitement, madame. Donc la balkanisation, en termes de balkaniser les pays, n'aura pas lieu. Par contre, si cette situation perdure, c'est ce qui pourrait pousser à aller vers la balkanisation. C'est vers là où on nous amène. Exactement. Non, c'est vers là où on nous amène. Je pèse bien les mots, mon frère Christian. C'est un plan mûri depuis des années. Non, Christian, il faut qu'on y aille doucement. Si on fait une mauvaise analyse, on va faire un mauvais traitement. À l'instant où nous sommes sur ce plateau, au jour d'aujourd'hui, 2024, il est impossible que la balkanisation ait lieu dans ces pays. Si elle aura lieu, si cette situation perdure, et nous ne voulons pas que ça puisse perdurer parce que nous avons un traitement. Moi qui vous parle ici, j'étais au bureau de coordination de la société civile à l'époque.
des RCD-ML. Nous avons fait un plan de paix grâce à Tchonz que je crois Donald connaît, qui est aujourd'hui conseiller du président de la République. C'est lui qui avait financé ça pour la société civile pour dire non, mettez-vous ensemble, élaborer un plan de paix. Et aujourd'hui, il est possible de pouvoir faire ce plan de paix et y arriver. Et ce plan de paix peut avoir un soubassement. Et je pense d'ailleurs, le chef de l'État, Félix, il est le plus chanceux de tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, le contexte lui donne la possibilité de bien asseoir sa légitimité s'il fait les rappels des troupes à la cohésion nationale. Nous connaissons les conditions dans lesquelles il a été élu, avec ce qu'il y a eu comme tripatouillage. Dans le couloir, m'avait dit de ne pas parler des élections. Mais la légitimité du président, de la République aujourd'hui, elle n'est pas consolidée. Et la seule bonne manière, la voie royale, l'ultime recours qu'il peut utiliser, c'est de faire la cohésion nationale pour asseoir sa légitimité. D'autant plus que ceux qui sont dans l'Alliance Fleuve Congo, ils ne disent pas qu'ils vont rester à l'Est, ils disent que non, nous voulons arriver jusqu'à Kinshasa. Il y a ceux qui n'ont pas participé au processus électoral. Comment est-ce que ces gens, tout l'ensemble de ceux qui sont dans l'FCC, vont se retrouver dans les pouvoirs si on n'arrive pas à les faire? Comment est-ce qu'on va retracer une nouvelle dynamique qui va permettre de lutter contre les inégalités sociales? Monsieur Mouchagaloucha, vous savez très bien qu'en RDC, l'histoire nous renseigne qu'à chaque fois qu'il y a cohésion nationale, il y a partage du pouvoir. Non, madame, j'y réponds. C'est-à-dire, les Congolais savent que quand vous parlez cohésion, et c'est en réalité dans la chaîne de partage commandement de notre du armée pouvoir. et des services de renseignement. Maintenant, le contexte est un peu plus vaste. Oui, et si hier, l'UDPS n'était pas de la partie, maintenant, quand on doit parler cohésion, ça veut dire le FCC rentre, les rebelles rentrent aussi, pendant que l'UDPS est allié et tout ça, est aussi là. J'y arrive, madame. Mais, moi, j'ai l'avantage de dire la vérité. Oui. 3 éléments d'abord. Si vous voulez soigner un abcès, il faut les crever. Et donc, il ne faut pas qu'on se faufile derrière pour non les RCD. Bon, si on arrivera au partage du pouvoir, ça sera la conséquence. Deuxième chose, quand on souffre de la malaria, vous venez de me le dire, ce n'est pas pour rien que j'ai répété ces propres mots ou vos propres mots, madame. La pilule, elle est amère, mais si vous voulez soigner la malaria, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'avaler, non? Sauf que Moutouazo, la maladie, bon, entre peut-être maladie en teke, attaque au tuba et tongue, comme ça, là, il passe. Vous allez faire quoi? Vous allez l'injecter pour qu'il puisse être guéri. La voie obligée, c'est cela. Il ne faut pas comme... Vous avez l'opposition non armée. Vous avez l'opposition armée. Vous avez les autres qui ne se retrouvent pas et qui vont toujours chercher à servir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les appeler. Oh non, Mokonzi, biso tolingi zalaboye zalabombo. Biso tomoto zalabombo. Mokonzi mokwazongi. L'avantage qu'il a, c'est que c'est la seule personne parmi les 102 millions de Congolais qui investit du pouvoir constitutionnel qui peut décider. Permettez, madame. J'aimerais quand même poser cette question pour me permettre, quand vous allez répondre, nous répondre également. Si la cohésion nationale, quand on parle de cohésion nationale, où est-ce qu'on met les multinationales pendant ce temps? J'y arrive, d'ailleurs, c'est le deuxième élément que je voulais balayer sur ce plateau. Continuons à dire que les guerres ou les guerres à répétition à l'Est, c'est à cause des minéraux. Il faut aussi balayer ça. Je vous dis que nous avons fait un long débat. Le Nord Kivu n'est pas plus riche en minéraux que le Katanga. Pourquoi on va au Nord Kivu, on ne va pas au Katanga? Il y a plus de minéraux stratégiques, l'uranium, le cobalt et tout ce qu'on a comme au Katanga. Il n'y a aucune province qui est plus riche dans ces pays en matière de ressources minérales que le Katanga. Le Nord Kivu n'est pas plus riche que l'Ituri dans l'or. Le Nord Kivu n'est pas plus riche que le Sud Kivu en termes de... Vous le savez, vous et moi, nous sommes des provinces. Et donc, le chef de l'État, d'ailleurs, il faut le féliciter, il venait de couper les pieds sur les herbes de Kabagame lorsqu'il a mis en place les primaires à gold. Nous avons des matières. Pourquoi un commissionnaire doit vendre nos richesses? Nous sommes quoi? Nous disons quoi sur ce plateau? Et quand le président de la République a appelé les Qatariens pour prendre l'or du Kivu qui commence à quitter, et aujourd'hui, il faut féliciter le président de la République parce qu'on arrive déjà... dénoncé, hein? Oui, on l'avait dénoncé, l'approche. L'approche, et je continuerai à dénoncer, mais aujourd'hui, on exporte 50 tonnes. Et les 50 tonnes de l'or échappent au Rwanda. Pourquoi on doit donner au Rwanda l'occasion de pouvoir exporter nos minéraux? Vous aviez dénoncé, donc vous jouez les jeux de l'ennemi. Non, quand nous l'avions dénoncé, c'était par rapport à l'approche. Et nous avons fait des propositions concrètes. Et donc, nous avons nos matières, et puis on va se plaindre de ces commissionnaires. Qu'est-ce qui nous empêche, le président de la République, il a fait le tour du monde? Qu'est-ce qui empêche au cabinet du président de la République d'aller prendre contact avec ceux qui achètent les cobalt ou les coltas de Rubavu? Qui nous empêche de le faire? Il faut arrêter ces débats. Je venais de vous dire également que dans le cas présent, ce n'est pas le Rwanda qui a lâché le M23. Puisqu'on commence, au lieu d'assumer nos responsabilités, on jette tout sur le Rwanda. Le quartier général de l'Alliance Fleuve Congo, il est où? Nanga est où pour le moment? Nanga, il est au Kenya.
Pourquoi on ne parle pas du Kenya? Pourquoi on ne parle pas de l'Ouganda? Et donc, si on fait une mauvaise alliance, Maman Arlette, je ressaisis, je parle des éléments probants qui peuvent aider les pays, il faut faire une bonne analyse. Et à ce moment-là, je rejoins maintenant Donald qui a dit que toutes les recettes sont bonnes. Et à ce moment-là, les Congolais vont se mettre ensemble. Est-ce que vraiment Bolingi doit continuer à servir Rwanda Naboy pour qu'il n'y ait pas une Abisso, ou bien l'Ouganda, ou bien les Kenyans? On va se mettre ensemble pour définir. Et à ce moment, on va prendre les grandes options, et certainement qui peuvent servir maintenant d'avoir la 4e République, pourquoi pas. Et je pense que, je l'ai dit, je pèse bien les mots Donald, je crois que Félix Tshisekedi est le plus chanceux de tous les Congolais. S'il rate cette opportunité, je crains, je note la date aujourd'hui, on risquera de l'amener, de négocier en position de faiblesse. À supposer, nous tous ici, personne n'est levé, mon frère souffre parce que c'est ses frères directs à ça qui en souffrent, ça qui tombe totalement, parce qu'il y a une partie qu'on parle qui est tombée, et que Goma arrive à tomber. Vous pensez que le président de la République va négocier en position de force? Il faut aider les chefs. Il faut arriver à lui dire des chemins qui peuvent permettre à ce que les choses marchent. Et certainement qu'il y a beaucoup de Congolais qui attendent que Goma tombe pour qu'ils puissent rejoindre Nanga. Probablement qu'il y a ceux qui travaillent pour que Goma tombe, ça que tombe qu'ils puissent rejoindre Nanga. Probablement qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veulent donner. Mais s'il arrive à concocter, s'il arrive à rassembler tout le monde et qu'on regarde dans une même voie, je crois qu'il est possible que cette guerre puisse se terminer. Mais, M. Sambay, j'aimerais que l'on arrive... Les rebelles, disons-les comme ça. Corneille Nangaa était à Kinshasa, président de la centrale électorale. Du jour au lendemain, rebelle. Est-ce que cela ne consolide pas cette thèse qu'il y a des gens derrière eux qui veulent tout simplement qu'il y ait cette connotation de rébellion en interne pour certifier cela et justifier la position de la communauté internationale qui ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires internes. Et aujourd'hui, cette tendance de la communauté internationale, mais aussi de l'Union africaine, de pousser la RDC vers ce dialogue pour dire que oui, ce sont vos problèmes internes. Pour négocier entre vous, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Parce que réellement, ils sont bien partis pour cela. Exactement. Vous savez, les traités internationaux interdisent les guerres entre États. Si un État attaque un autre, les puissants vont intervenir pour les faibles, celui qui est attaqué. L'exemple, l'Ukraine et la Russie, vous avez vu la communauté internationale, l'OTAN qui est derrière l'Ukraine, parce que l'Ukraine est attaquée ouvertement par la Russie. On voit ce qui se passe avec Israël et Palestine, tout ce qui se passe, vous voyez. Donc les grandes puissances soutiennent les pays qui sont attaqués en premier. Aujourd'hui, par exemple, si on attaque directement le Rwanda, soyez-en sûrs qu'ils vont soutenir le Rwanda. Ils vont soutenir le Rwanda et ils vont bombarder le Congo pour que la population désavoue les autorités. Désavoue les autorités. Il faut être très souple et très prudent. Je persiste et je souligne sur ça. Alors, la stratégie, c'est quoi? Parce que ils ont des cabinets, ils ont des gens qui se réunissent, qui font les études. M. Choukour l'a dit, Kagame a mis 10 ans pour préparer cette guerre. Autant dire que la stratégie était mise en place, ils étaient en train de réfléchir. Je reviens sur les techniques scientifiques, les technologies, étudier les peuples, étudier comment ils se comportent. Est-ce qu'ils sont capables de résister face à la souffrance? Est-ce que si on propose autant de millions, ils vont résister ou non? Ils ont fait cette étude-là pour comprendre notre imaginaire collectif, notre façon de nous comporter, notre façon de réfléchir, pour qu'ils puissent nous infiltrer. Donc, il faut comprendre que la stratégie est celle-là de ne pas déclarer ouvertement la guerre. Le Rwanda ne va pas directement déclarer la guerre avec les Congos. Ils vont faire quoi? Ils vont recruter les Congolais qui seront corrompus pour qu'ils puissent réclamer des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui sont sans fondement, afin qu'ils puissent légitimer la rébellion interne au sein du pays. Là, c'est le diagnostic qu'on est en train de faire, madame. Qu'est-ce qui empêche la RDC depuis tout ce temps d'infiltrer le Rwanda, d'infiltrer l'Ouganda? Parce que vous détenez ces minéraux que eux volent. Exactement. Entre parenthèses. Nous sommes en train de faire... Ça nous appartient. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la RDC, qui est plus peuplée que toutes ces nations, d'infiltrer leur armée, d'infiltrer leur gouvernement,
Parce que nous apprenons que, par exemple, la majeure partie des professeurs au Rwanda, c'est des Congolais. La stratégie de la défense. Est-ce que ce ne sont pas des discours pour manipuler l'opinion de l'homme congolais en réalité? La stratégie, c'est ce qui est très important lorsque nous parlons de guerre. Quelle est la stratégie de la République démocratique du Congo face à cette situation? C'est justement ce qui nous manque. Nous semblons être surpris, on est attaqué, on est agressé, mais qu'est-ce que nous avons mis en place comme stratégie pour sécuriser notre pays, pour donner la défense qu'il faut? C'est cette stratégie-là qui nous manque. Alors, il faut qu'on analyse profondément pour faire des bonnes propositions afin de renforcer notre système de défense. Notre système de défense est poreux. Nos frontières sont poreuses. Comment renforcer la sécurité au niveau de nos frontières pour qu'elles ne soient pas poreuses afin d'empêcher l'ennemi de nous infiltrer? Comment faire en sorte que notre armée soit vraiment une armée dissuasive? Je reviens toujours sur les concepts éthiques qui est fondamental à tous les niveaux, même au niveau de l'armée. Nous voyons des Congolais, des pères et des mères qui se tournent contre la République démocratique du Congo pour des intérêts personnels. Donc c'est pour dire que le problème, c'est un problème éthique. Pour résoudre ces problèmes, madame, je parlais tantôt de la situation sociale. Ça doit être amélioré. Félicitations, cher honorable. Nous passons de 21 000 à 33 000. C'est la loi des finances pour 2024. Il y aura les frais d'installation qui seront donnés. C'est bien bon. On a pensé, estimé, les montants connus. Nous avons, ça c'est une proposition qui est faite pour un corps dans la gestion du pays, c'est le corps législatif. Mais le corps exécutif au sein duquel nous retrouvons l'armée et la police. Qu'est-ce qui est proposé? Parce qu'il faut qu'on pense aussi à l'amélioration des conditions sociales. Là, on est en train d'améliorer les conditions sociales d'un corps qu'on appelle législatif. On est en train de penser aussi à améliorer les conditions sociales d'un corps qu'on appelle judiciaire. Mais le corps exécutif au sein duquel nous avons la défense, qu'est-ce qui est proposé? Il faut qu'on fasse un diagnostic pour qu'on recense d'abord, qu'on ait les nombres exacts des militaires. Ils sont à combien? Et à partir de là, on fait des analyses pour améliorer les conditions sociales, afin que les sentiments de patriotisme et de nationalisme soient encore allumés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un militaire accepte de se tuer pour son pays? Quand il pense à ce qu'il est bien nourri, ses enfants étudient dans de bonnes conditions, dans des écoles, ils sont universitaires facilement. Et ça dit que quand l'ennemi vient, je dois l'attaquer pour que je puisse assurer ce que j'ai comme acquis social. Mais ils n'en ont pas. Ne nous volons pas la face. Ils sont en train de vivoter. Ils sont en train de végéter. Et ils deviennent vulnérables. Il faut lutter contre cette vulnérabilité de nos officiers. Mais aussi, merci M. Choukourou d'avoir soulevé aussi un point très important. C'est que, à l'époque, nous avions les dirigeants du pays qui étaient complices avec les Rwandais. C'est la raison pour laquelle on dira, avoir violé les protocoles, on vous arrête. On a vu Mbouza Mabé qui a quitté. Les lieux de guerre, les guerriers pour être affectés au Congo central. Ça démontrait noir sur blanc qu'il y avait complicité. Mais nous avons des dirigeants qui sont conscients qu'il faut faire la guerre avec les Rwandais et le chef de l'État est ouvert pour dire qu'il n'est pas complice avec les Rwandais. Il a dénoncé ouvertement, contrairement à ses prédécesseurs. Alors il faut comprendre exactement que c'est un problème qui nous concerne, mais en interne, faisons un bon diagnostic pour proposer. Aussi, il faut vraiment qu'on lutte contre l'impunité. Il faut sanctionner. Maintenant, on s'est déclaré ouvertement rebelle. Qu'est-ce qu'on attend pour les capturer? Quelle est la stratégie qu'on met en place pour le prendre même au Kenya, là où il est, qu'il revienne ici, qu'on les juge et qu'on les condamne. Dépénalisons aussi, qu'on les condamne à mort s'il faut le faire, parce que c'est notre pays. On ne va pas nous élaguer de l'ONU simplement parce que nous allons condamner quelqu'un à mort. Ceux qui ont été dans l'assassinat qu'est-ce qu'on réponse appelle Fleury Berchebea, ils sont condamnés à prison à perpétuité. On peut le faire aussi pour tous ces rebelles-là. Si on ne va pas condamner à mort, mais qu'ils soient condamnés à perpétuité. Tous ces traîtres pour les Congo. Aussi, il faut aussi qu'on puisse, la cohésion nationale dont vous parlez, c'est travailler nos schèmes mentaux, de telle sorte que nous puissions nous tous récupérer. Les médias doivent faire leur travail. Il faut à tout moment organiser des conférences. Je félicite mon aîné Freddy Moulumba, ce qu'il est en train de faire. Le samedi passé, il avait encore une conférence. Mais il est presque seul qui est en train de le faire. Il faut une récupération des intellectuels comme lui, il est en train de le faire, comme nous sommes en train de le faire. Et les médias aussi à en parler. Il faut suivre les médias rwandais, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qui est arrivé avec notre compatriote Louvumbu. Et c'était un matraquage médiatique contre son geste quand il
il a marqué les buts. Exactement. Mais qu'est-ce que nous faisons nos médias? Il faut en parler à tout moment, qu'on arrête un tout petit peu la distraction. Aussi, à moyen terme, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait penser à l'achat des armes. Nous n'avons pas une base logistique qu'il faut. Félicitations au chef de l'État parce qu'il a pu obtenir l'annulation de l'embargo que nous avions contre l'achat des armes. On peut acheter des armes, négocier avec des partenaires fiables. Là, c'est à moyen terme. Mais aussi, chercher un partenaire très sérieux fiable. Aujourd'hui, nous le savons qu'il y a tension entre la Russie et, disons, la communauté internationale, parce qu'on sait la communauté internationale, c'est que ça représente. Mais chercher un partenaire fiable, la Russie semble être fiable. On voit ce que c'est fait au Burkina Faso. Qui peut attaquer le Burkina Faso aujourd'hui? Qui peut attaquer le Burkina Faso? On négocie un partenaire fiable avec sincérité parce que les Occidentaux ne sont pas sincères. Ils nous l'ont démontré. Ils sont en train de réclamer Rwanda soutient le M23. Quelles sont les sanctions qu'ils ont données au Rwanda? Est-ce que Rwanda est sanctionné ouvertement parce que la Russie, Poutine était ouvertement sanctionné? Quelles sont les sanctions ouvertes aussi, au vu aussi de tout le monde, qui sont données contre le Rwanda? Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sincères. Cherchons des partenaires sincères. Et moi, j'évoque la Russie, j'évoque la Chine, j'évoque l'UAE, Dubaï, et tout, disons l'Asie. Et ce sont des partenaires, tentant d'expérience, qui pourraient nous être très fiables pour renforcer notre système de défense. Mais ces partenaires-là, monsieur Donald Kabasele, je dirais la Chine, la Corée et autres, mais du temps déjà de Joseph Kabila, ces démarches avaient commencé. On sentait qu'on était un tout petit peu en train de se dire la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a d'ailleurs poussé toutes ces sanctions pour les politiques et consorts, toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui. Où en sommes-nous justement avec les négociations avec ces pays? Bon, déjà à l'époque, en lieu et place d'avoir des compassions pour les autorités congolaises sur la question de l'Est du pays, c'était plutôt de personnalités congolaises qui étaient condamnées. Vous allez vous rappeler les sanctions pour droits de l'homme, ceci, cela, et puis on neutralisait presque ces personnalités. En lieu et place de prendre le Rwanda comme ça, sanctionné, le militaire rwandais sanctionné et tout, la communauté internationale s'est vertuée à faire ce jeu d'enfant. Mais écoute, je ne veux pas que mon frère Mushagalusha devienne le porte-parole du Rwanda, de l'Alliance Fleuve Congo, parce qu'effectivement c'est leur propagande. Ils veulent dialoguer. Ils l'ont dit. À quiconque veut les entendre, il faut dialoguer avant que le pire n'arrive. Mais je vais vous dire que le pire ne va pas arriver. Mon frère a parlé tout à l'heure, je sais que il m'a taquiné un peu, il dit, écoute, il y a 33 000 ici et là. Mais écoute, de la même façon qu'on fait l'effort de savoir combien toucherait un député demain ou aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce qui est prévu pour le budget de défense de notre pays? Je vous dis que c'est plus d'1 milliard de dollars prévu pour seulement le secteur militaire et défense. Donc, en comparant avec le budget précédent, on a fait plus de 300%. Tout à fait. Et donc, ça va permettre la relance ou la mise en œuvre de la loi sur la programmation militaire qui définit les séquences et les rythmes de comment on achète, comment on recrute, comment on forme, qu'est-ce qu'on fait effectivement de notre arme. Donc, il y a tout un tas de choses aujourd'hui. Donc, les 10% du budget national, il est consacré à la défense. C'est déjà une grande avancée. Donc, ça va résoudre beaucoup de problèmes que nous connaissons dans notre arme. On ne va pas vous dire combien d'armes on a acheté et comment on fait face. Monsieur Mushagalusha ne veut pas qu'on admette que les multinationales sont derrière ce qui nous agresse. C'est effectivement leur propagande, la propagande rwandais, de tout ce qui sont derrière eux. En fait, ça consiste à faire quoi? Qu'il s'agit d'une guerre interne. Alors voilà, on cherche des pantins comme des nangas qu'on prend, on habille, on prend des ngoma, on prend, on habille. Alors on vous dit, écoutez, c'est les Congolais entre eux. Et cette aventure, ils l'ont déjà fait. Rappelez-vous, l'AFDEL est entré ici avec le visage de Mouzé. Mais qui ne savait pas que toutes les réunions qui se sont faites avant qu'on prenne Mouzé, ça ne se faisait qu'avec des Rwandais. Mais parce qu'il fallait donner une image congolaise à cette guerre,
On dit, ben écoute monsieur, tu as beaucoup traîné au maquis, viens et puis on t'accompagne à Kinshasa. Il est arrivé et ces gens se sont retournés contre eux. C'est un message que je donne à nos frères. Nanga, Ngoma et les autres. Vous n'êtes que des pantins, des placebos. On vous utilise à temps et à contre-temps. Quand ils vont réussir leur mission, vous serez des délaissés pour compte. Ils savent qu'on ne peut pas mettre de vrais Congolais devant cette scène parce qu'ils auront finalement ce sang patriotique de dire eh ben, on ne peut pas vendre notre pays, on ne peut rien céder du tout. Et donc, c'est une guerre qu'on devrait tous faire. Et mon frère Mouchagaloucha, parce qu'il a beaucoup taquiné, vous n'avez pas peut-être été très attentionné, il dit pour asseoir sa légitimité. Le chef de l'État. On sait comment il est passé. Combien de tripatouillages, mon cher ami. Le chef est légitime. Il est légal. Et il n'a pas besoin, pour devenir légitime, de coaliser avec le Rwandais ou leur valet. Il n'a pas besoin de prendre des gens qui n'ont rien on va dire, du sens de la patrie. Il n'a pas. Ça s'est fait combien de fois? Vous êtes de l'Est, mon cher ami. Vous êtes de l'Est. Combien de conciliables? Combien d'accords? Sun City, c'était le plus grand accord. Mais qu'est-ce que ça produit? Sun City, on a vu ici, c'était le camp de Bemba. Ici, c'était Roubaix-Roi. Ici, on a même fait un gouvernement d'1+4. 1+4. On a cru que ça pouvait arrêter la guerre. Mais ça n'a pas arrêté la guerre. C'est comme ça que le président dit, cette approche n'a pas marché. Nous devrions nous concentrer. Comment on peut faire remonter notre armée en puissance. Comment nous, dignes fils du pays, nous pouvons prendre des armes si on peut se faire aider par certaines puissances. Dans cette relation de coopération, qui peuvent être sincères, tant mieux. Mais s'ils ne le peuvent pas, nous avons des compatriotes qui se battent. Maintenant là, à Mourémour, dans les collines de Mourémour que vous connaissez très bien, on a chassé tout le monde. À Karouba, les guerres sont intenses de bombardements. Même chassé. Mais qu'est-ce qu'on voit? L'ennemi a une forte armée, effectivement. Et l'ennemi a de matériel militaire sophistiqué. Vous pensez qu'il a payé ça avec l'argent de Nanga dans la poche? Non, non. Non, mais il y a des multinationales derrière. Tout à fait. Il y a la communauté, une certaine communauté internationale, hypocrite et complice derrière. Nous devrions avoir le courage de les dénoncer. Et donc, on ne le dit pas pour se plaindre. Voyez-vous, vous avez des institutions du pays qui s'ébattent éperdument pour que cette paix revienne à l'Est. Mais parce qu'on échange entre frères, eh ben, on veut que de l'idée qui peut sortir de notre frère ici à gauche, à droite, que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons rendre nos institutions beaucoup plus fortes, comment elles peuvent faire face à cette guerre pour qu'on la finisse finalement. On va terminer par M. Christian Choukourou, justement. Oui. On vous accorde la parole justement pour... Donnez-moi quand même un petit temps parce que j'ai une vérité que je vais sortir ici. Oui. Vous êtes dans votre temps de parole. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces multinationales veulent utiliser les dialogues pour affaiblir les institutions de la République et le président de la République afin d'avoir la même mise sur nos minéraux. Souvenez-vous de Mobutu. Vers ces années finissant, il était devenu dur envers ces gens. Lorsqu'il disait que quand vous verrez ces gens m'applaudir, Mobutu, bon élève de la bonne gouvernance, sachez que vos intérêts sont bradés. C'est pendant ces temps qu'ils ont cherché quelqu'un pour le remplacer. Kabila, l'autre là ici, on lui a créé cette histoire à cause du code minier. Tout à fait. Arrivé à Félix Tshisekedi, ils ont pensé que Tshisekedi va être un passoire. Ils ont trouvé que il était dur à cuire. Ils ont créé ces mouvements. La vérité que les Congolais doivent savoir, c'est que ce n'est pas la personne du président de la République. Il s'agit de nos intérêts. Nous devons nous mettre ensemble pour lutter, résister contre cette nouvelle manière de l'Occident et des impérialistes d'avoir la même issue non minerais. Sachez que notre pays est au centre des enjeux technologiques du monde actuellement. Deuxième vérité, je vais alerter les services de sécurité. J'ai entendu les gens tâtonner ici sur Nanga, pourquoi sa présence là-bas. Nanga est allé là-bas
pour servir Museveni. Parce que le Rwanda pense qu'il va être servi dans les Kivu. Nanga est allé là-bas pour ouvrir le couloir du Rotouélé en passant par l'Ouganda, Aru. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand ils vont prendre Goma, ils vont avoir des moyens, ils vont ouvrir un autre front dans le nord-est. Et là, donc, ils vont surveiller le mine de Kibaligol et les mines dans l'Ituri, le fameux mine de Nizi. Nanga est là pour ouvrir ses fronts et il faut que j'alerte encore une fois les services de renseignement de faire le travail parce que maintenant là, il est en train de nouer des contacts dans les Haut-Ouélé, dans le Bas-Ouélé et dans l'Ituri. Je demande au ministre de la Défense et au gouvernement de la République de donner le moyen qu'il faut à la zone opérationnelle de Dungu qui gère les Haut-Ouélé et les Bas-Ouélé. Parce que l'idée, c'est que les Soudan d'ici, à partir de Kengezi Base, dans l'Ituri, puissent descendre vers Aba, c'est dans les Haut-Ouélé, descendre vers Ouacha, là où il y a Kibali Gold Mines. Et une fois qu'ils ont cette mine-là, ils vont avoir un effort de guerre. En même temps, ils vont continuer à faire des chantages pour le dialogue. Et donc, j'ai fait mon devoir patriotique, qu'on ouvre les yeux. Alors, un dernier mot. Qu'on ne dise pas qu'on n'a pas un dernier mot à vous trois. Oui, moi les derniers mots, je suis le plus heureux de tous parce que tous ceux que j'ai parlé, ils m'ont rejoint. Mon frère Donald... Donc pas négocier, cher. Non, il faut ça. Les mots négociés... Le président a l'appui de toute la population congolaise, même si Tokotika la dise... Mais négociations, les choses sont très... J'ai la parole, Christian. La population congolaise est derrière le chef. Vous voulez que je parle ou je ne parle pas? Moi, je parle des faits. Moi, je ne suis pas dans des émotions, madame. Je n'ai jamais été dans des émotions. C'est-à-dire, ils vous ont rejoint, mais pas dans les dialogues. Parce que Donald Kabassel a dit qu'il faut écouter les Congolais. Quand on écoute les Congolais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des échanges. J'ai vu comment le président de la République, quand il a mis en place l'Union sacrée, je connais, et puis le président, il a beaucoup d'énergie. J'ai vu comment il a fait pour écouter les gens. Et donc, moi, je continue à dire, parce que vous m'avez rejoint tous, par rapport à l'écoute des uns et des autres, il faut écouter effectivement chaque Congolais. Et que ce soit Nanga, que ce soit quelqu'un d'autre, si on est à mesure, je parle de feu, mon frère, allez prendre Nanga maintenant. Allez le prendre là où il est. Terminez la guerre maintenant. Non, moi je parle de feu, madame, je ne suis pas dans des émotions. C'est ma république, j'en souffre. Les inégalités sociales, madame. Si on ne se retrouve pas autour d'une table pour dire non, député Bazouz doit 33 000 $ au moment où capitaine Bazouz doit 300 000 francs, il faut qu'on arrive à avoir une même vision. Il faut que les Congolais décident non, nous ne voulons plus jamais servir les Rwandais ou l'Ouganda et les Burundi. Je l'ai dit ici, on fait tout sur le compte du Rwanda. La vérité absolue, c'est celle-là. C'est l'Ouganda qui a remis les M23 ici. C'est le Kenya qui soutient le fleuve Congo. Si c'est le fleuve, l'Alliance fleuve Congo. Les Rwandais, qui a côté la nage, si on fait une mauvaise analyse, on est. Ne parlons pas des émotions. Donc, bref, j'en profite également pour dire que j'ai soutenu la loi sur la réforme, les deux instruments juridiques qui ont été produits à l'époque par le ministre Gilbert Kabanda de la Défense. Et donc, il faut féliciter le président de la République pour ça. L'actuel ministre de la Défense, n'oublions pas qu'il il est le fruit aussi des négociations. À l'époque, il était d'IMLC. Et donc, je me limite par là. Un dernier mot. Un dernier mot, madame. Amélioration des conditions sociales. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas le goût d'aller en armée ou à la police simplement parce qu'ils se disent « j'aurais gagné quoi là-bas ». Faisons la publication, disons que désormais les capitaines touchent autant, 1 500 $ le mois. Vous verrez comment les gens vont courir là-bas. Alors ça fera en sorte qu'il y ait une motivation, mobilisation tout azimut pour que nous puissions augmenter un effectif afin que nous ayons aussi des gens qui vont combattre vraiment pour le pays. Alors à long terme, un mot, il faut qu'on soit en mesure d'avoir notre propre industrie d'armement. C'est possible, cher honorable. Luttez pour ça parce que vous serez à l'Assemblée nationale. En 98, il vous souviendra qu'il y a eu une expérimentation ici au Congo sur la fabrication des bombes. Madame, nous avons un centre de réacteurs nucléaires. Mais pourquoi on n'investit pas sur ça? Parce que nous avons l'uranium. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que nous savons exactement ce qu'il faut conclure des partenaires avec ces partenaires qui seront sincères. Non pas qu'ils nous fournissent seulement des armes, mais que nous installions ici au Congo notre propre industrie de fabrication des armes pour que nous puissions doter l'armée d'une base logistique très efficace. Si le Rwanda apprend que nous avons une arme nucléaire ici,
Qui ose toucher Poutine? Parce qu'ils savent qu'il a une arme nucléaire. On peut le développer chez nous aussi. Pardon. Et tous nos voisins, non, personne ne saura entrer ici parce que nous allons activer la juge nucléaire. Nous avons une industrie militaire. D'ailleurs, dans les réformes qui sont faites, et l'objectif, c'est effectivement redynamiser cette industrie militaire. Et donc, ça veut dire, déjà, votre question trouve des réponses. Pour mon frère, Dieudonné Moussa Galoucha, moi, Donald, je sais nous sommes des amis. Je sais que, pour la plupart des cas, nos amis de la société civile, c'est par des conciliabules politiques qu'ils ont droit au chapitre en politique et tout. Mais mon frère, on peut toujours le gérer autrement, mais on n'a pas besoin de négocier avec le Rwandais, les Ougandais, pour que mon frère Moussa Galoucha se retrouve. Donc moi, je pense qu'on peut prendre une autre approche qui peut toujours amener des intelligences, parce qu'il faut reconnaître, on fait des analyses très lucides, on est pertinent et tout ça. On mérite gérer son pays. Mais on n'a pas besoin de négocier avec les Rwandais pour que Moussa Galoucha en profite et qu'il soit aux affaires. Merci Choco. Merci. Je pense, en sus de ce qu'on vient de dire par rapport à notre armée, par rapport à l'organisation interne, il faut qu'on travaille sur la mise en étau de Kagame et sa bande dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, avec les Burundis, on a vu que ça a changé un peu. Il faut qu'on fasse tout pour aller vers la Tanzanie et laisser Kagame avec le Kenya et l'Ouganda. Ça fera un équilibre et je crois que ça va faire des bruits comme ça se fait aujourd'hui. Ce n'est pas comme les guerres qu'on a connues en 98 où karma, on était victime, on ne pouvait pas crier à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, quand même, la voix commence à sortir. Il faut qu'on travaille sur notre diplomatie. C'est très important. Monsieur Christian Chokoro, je vous dis grand merci. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC, de Vitel Kamerhe, aussi ressortissant de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Dieudonné Moussa Galoucha, coordonnateur des experts de panel de la société civile. Et vous êtes également ressortissant de l'Est de la RDC, Olivier Sambaï, enseignant à l'université de Kinshasa et coordonnateur du cercle axiologique de Kinshasa, mais aussi Monsieur Donald Kabassé, le député national élu de l'UDPS à Kananga. Oui, nous avions parlé de la République démocratique du Congo parce que c'est notre pays et la question de l'insécurité à l'est de la RDC persiste. Oui, la thématique c'était la RDC est-elle prête à faire la guerre au Rwanda, mais avec quel partenaire? C'était, ça fait débat, oui, et la production avec M. Bellarmé Katalaï va prochainement nous aider, parce que la population aussi, lorsqu'on parle de l'Est de la République démocratique du Congo, la cartographie est importante pour voir exactement de quoi nous parlons et des dangers qui guettent la République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir de présenter cette émission avec vous, mes téléspectateurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.